et bienvenue dans ce podcast numéro 4 que j'ai appelé Visualisation créatrice et réparatrice pour découvrir le lien avec son enfant intérieur. Oui, pourquoi ? Eh bien, je vous l'explique dans quelques instants. Qu'est-ce qui m'a amené à aller m'intéresser à cette partie de nous hyper intéressante et pleine de potentiel qu'on a laissé à un certain moment dans notre chemin d'évolution. À tout de suite. Sage Transition, le podcast des défis de la vie, présenté par Brigitte André. J'aime beaucoup cette phrase pour introduire ce podcast qui est que on amène dans notre vie d'adulte notre trauma d'enfant. Et c'est tellement vrai, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui sans absolument faire de pathos. Parce que les traumas qu'on a eus dans notre enfance, on n'est pas tous obligés de les résoudre et de les surmonter. Par contre, il y en a certains qui sont là justement pour nous faire découvrir une partie de nous qu'on ne connaît pas. Et réveiller aussi une partie très créatrice, qui a énormément de potentiel et que l'on a oublié en chemin. C'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Oui, alors un petit mot d'abord pour qu'on se mette bien d'accord sur le mot trauma. Vous savez, le trauma, ce n'est pas le moment où Jules, votre collègue, est en train de vous harceler et de vous titiller. Ce n'est pas ça le trauma. Vous savez que le vrai trauma, c'est au moment où vous allez parler à votre N+2, que Jules est en train de vous harceler et qui vous coince dans des coins ou qui met sa main dans votre chemisier et que votre N+2 dit « Ouais, mais bon, écoute, ça c'est Jules, hein, on le connaît. » On a un dossier comme ça sur Jules, mais de toute façon, dans 5 ans, il est à la pension. Ou bien qui vous dit, votre N+2, oui, mais bon, cocotte, si tu te balades avec un chemisier aussi transparent et aussi déboutonné, il faut pas t'étonner que Jules te harcèle. Il est là, le trauma. Il est le moment où vous devriez être protégé par une autorité, on va se mettre d'accord sur le mot autorité, c'est le moment où cette autorité ne joue pas son rôle, où elle ne remet pas la situation au bon endroit, où elle ne joue pas son rôle de régulateur. Parce que la société et les gens qui nous entourent sont là aussi pour jouer un rôle de régulateur. Et donc quand je parle d'autorité, je dis aussi toutes les personnes qui pourraient interagir dans la situation. Ça peut être votre N+1, mais ça peut être votre grand frère, ça peut être votre parent, évidemment, ça peut être votre voisin, ça peut être quelqu'un qui vous voit dans la rue et qui voit que vous êtes en train de vous faire spolier. Ça peut être le commissariat de police à qui vous allez faire état des choses. Toutes ces personnes qui peuvent remettre la situation au bon endroit. C'est pour ça aujourd'hui qu'il est tellement important, même si c'est extrêmement difficile de le faire valoir, mais d'avoir cette possibilité de faire valoir que nous nous sommes fait harceler dans notre lieu de travail. On sait que parfois c'est un double trauma quand justement la justice ne peut pas acter que les choses se sont passées telles que vous les avez ressenties. Mais pour revenir un petit instant sur le mot trauma, vous savez, il y a 3 types de trauma, j'ai envie de dire 3 intensités de trauma. Et très honnêtement, il n'y a pas de balance pour dire il y en a une qui est plus importante que l'autre. Non, parce que dès que vous vivez un trauma, c'est de toute façon un impact sur votre vie. Et c'est de toute façon quelque chose qui va vous marquer et qui va avoir un impact sur votre vie amoureuse, sur votre vie professionnelle, sur votre vie financière. Enfin, ça va avoir un impact sur énormément de situations que vous allez vivre en tant qu'adulte. Mais donc, dans les traumas, il y a ce qu'on appelle le petit T. Le petit T, vous savez, c'est les cours de récréation, c'est les lieux par excellence où on se fait des petits T, des petits traumas. Ils sont importants quand même parce qu'ils vont jouer sur notre image de nous. C'est la situation où vous vous faites moquer parce que vous avez un trou à votre pantalon, vous vous faites moquer parce que vos parents ne vous mettent jamais de collation, vous vous faites moquer parce que vous n'avez pas été invité à l'anniversaire de Germaine alors que tous les autres ont été invités, mais c'est bien fait pour toi. Tout ça sont des situations qui jouent sur notre image de nous et encore une fois, ça peut avoir un impact sur la manière dont après on va se mouvoir dans la société, on va se mouvoir dans nos relations, on va se mouvoir simplement dans nos contacts avec les autres. C'est d'ailleurs un de mes clients qui m'a fait prendre conscience de l'importance des traumas que nous vivions et je vous le raconte dans quelques instants. Mais pour continuer, il y a donc le petit T
Et puis il y a le grand T. Le grand T, c'est le trauma qui va jouer sur notre intégrité morale. C'est effectivement tout ce qui est de l'ordre du harcèlement moral. D'ailleurs, quand vous avez été passé à la moulinette du harcèlement moral, vous avez vraiment ce qu'on appelle l'esprit mou, une difficulté d'être clair dans votre tête, une difficulté d'avoir accès aux informations. Vous ne savez plus si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Vous avez l'impression de fabuler, d'être complètement parano. Pourquoi ? Parce que c'est de ça dont il s'agit dans le harcèlement moral. C'est vraiment votre éthique, votre manière de dire, de faire et de penser qui est remise en question et vous ne savez parfois plus qui vous êtes. Et donc vous voyez, quand on est face à un trauma T, eh bien on a non seulement tous ces impacts qui sont dus à la manière de penser et on ne sait plus se concentrer, mais aussi ça joue terriblement sur votre image de vous. Alors le grand T, eh bien le grand T, c'est quand notre intégrité physique est mise à mal, quand nous sommes en danger de vie ou quand nous avons la perception que nous sommes en danger de vie. Dont il s'agit là, mais ce sont toutes les catastrophes naturelles, évidemment, les attentats, le viol collectif, le braquage, un accident. Moi, j'ai rencontré en clientèle énormément de personnes qui avaient cette peur et qui avaient le sentiment d'être en survie permanente, parce qu'elles avaient vécu quelque chose qui s'était vraiment marqué dans leur corps avec un niveau de stress important. Mais donc les personnes qui vivent aussi un grand T, eh bien elles ont les effets du petit T et du T. Donc elles ont les effets de l'image d'elles-mêmes qui est bafouée, qui est mise à mal, et aussi la capacité de se concentrer, de remettre de la clarté dans leur tête, de comprendre les événements, d'imaginer ce qui s'est passé. Donc tout ça, c'est ce qu'on vit aussi dans le grand T. Alors moi je raconte très souvent, avec beaucoup d'humour, que c'est un de mes clients qui m'a fait prendre conscience que ce qui pouvait nous arrêter dans la vie, c'était autre chose que un manque de volonté. Moi j'ai sans doute été éduquée avec l'idée que quand tu veux, tu peux. Et si tu n'as pas le résultat, eh bien c'est que tu ne voulais pas et que tu n'as pas fait ce que tu pouvais pour atteindre les résultats qu'on attend de toi. Si je vous dis ça, c'est parce que avant 35 ans, même si j'étais une âme complètement blessée, je n'avais absolument pas accès à ces blessures et je n'avais certainement pas conscience, je ne m'autorisais pas parce qu'effectivement, je n'avais eu personne qui remettait les choses à la bonne place, je ne m'autorisais pas à comprendre à quel point c'était important ces émotions-là qui étaient du passé et que probablement elles avaient un impact dans mon présent. Je m'étais vachement bien barricadée. Et un jour, en coaching, je devais avoir 38 ans. Je reçois un homme et je raconte souvent avec beaucoup d'humour qu'il était grand, il était beau, il sentait bon le sable chaud, il était extraordinairement performant au niveau professionnel, il était intéressant, il était sportif, il était fidèle à sa femme, il était attentif à ses enfants. Bref, l'homme parfait. Et je travaillais avec lui parce que il était sales, il était vendeur, mais il avait gravi les échelons et maintenant il devenait ARA Sales Manager pour une société d'informatique assez importante, ce qui voulait dire qu'il allait commencer à faire des conférences devant un panel de personnes qu'il devait inspirer, qu'il devait convaincre et qu'il devait amener à aimer la marque qu'il défendait, à aimer la stratégie de l'entreprise, à aimer les valeurs et les clients évidemment de l'entreprise. Et donc je travaillais avec lui pour la première conférence qu'il allait donner devant tous ces nouveaux commerciaux. Et on avait tout fait. On avait préparé les transparents, parce qu'à l'époque c'était encore des transparents, ce n'était pas la technologie d'aujourd'hui. On avait préparé la structure, on avait préparé le texte, on avait répété à la vidéo, on avait amélioré le contenu, et plus on avançait dans le temps et plus l'échéance arrivait, et plus je sentais qu'il se dégradait, qu'il perdait confiance en lui, jusqu'au moment où il m'a dit « Écoute, je pense que je vais arrêter et je vais dire que je ne prends pas cette promotion. » Je vous laisse imaginer à quel point j'étais chamboulée, j'avais l'impression qu'on avait fait ce qu'il fallait. Mais qu'est-ce que j'avais loupé? Qu'est-ce que je n'avais pas fait? Et comme il est difficile de savoir ce qu'on ne sait pas, eh bien, j'étais vraiment paumée et on a discuté pendant toute une séance et tout à coup, il m'a raconté un événement et qui était manifestement plus important que ce que lui
croyait et que moi aussi d'ailleurs je croyais. Et l'événement, c'est que quand il était jeune, il vivait en tout cas dans une famille assez noble. Dans cette famille-là, on ne fait pas n'importe quoi comme sport, on n'a pas n'importe quoi comme activité. Et lui, il était revenu à la maison en disant qu'il voulait faire partie d'un club de football et que ses meilleurs amis jouaient au foot, qu'il avait envie de jouer avec eux. Et sa mère, évidemment, ne voulait pas lui laisser cette opportunité parce que, comme je vous le dis, dans ce milieu-là, on ne joue pas au foot. Mais elle avait très très bien compris son besoin de faire partie d'une équipe et donc, très généreusement et de manière très bienveillante, elle l'a inscrit à la chorale du village. Mais il chantait faux. Il chantait faux et il n'avait aucun plaisir de s'améliorer. Parce que quand il était à la chorale, il pensait à ses potes qui étaient en train de jouer au football. Et donc il n'avait aucun intérêt pour cette activité, mais il y allait parce que c'était ainsi. Et le directeur de la chorale, quand il se représentait dans des écoles, dans des clubs pour des anniversaires et des choses comme ça, le directeur de la chorale lui disait « Mets-toi derrière et chante le moins fort possible. » Et donc, c'est vrai que ce n'est qu'un petit thé, entre guillemets, un petit thé. Mais quel impact est-ce que ça a laissé sur sa confiance en lui ? En fait, ce qu'il a entendu, c'est quand tu es devant un public, tu es ridicule et donc va derrière et rends-toi invisible. Et donc comment vouliez-vous qu'il aborde cette situation et qu'il puisse commencer à parler devant un panel tout seul en plus sur une scène avec des grands rétroprojecteurs derrière et avec des grands écrans sur lesquels en plus on allait refléter son image. Comment voulez-vous qu'il puisse aborder cette situation ? Et comme je vous le dis, je ne savais pas ce que je ne savais pas. Et donc, j'ai grâce à Dieu un très très bon réseau et un excellent réseau à l'époque aussi. Et j'en ai parlé à des amis qui étaient peut-être déjà un petit peu plus avancés dans leur carrière et avaient déjà vu beaucoup de choses. Et ils me disent, mais tu sais, tu auras beau faire tout ce que tu veux, manifestement, cet homme-là, il a eu un petit traumatisme et son image de lui dans cette situation, elle est complètement abîmée. Oui, mais alors qu'est-ce que je fais ? Et un de mes amis me met en contact avec un thérapeute qui travaillait avec une nouvelle technique qui commençait seulement à prendre sa place ici en Europe, qui est la technique du EMDR, Eye Movies Direction Revalidation. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Et donc, je prends contact avec ce monsieur et je lui demande s'il peut prendre mon client pour défaire ce nœud que moi je n'étais absolument pas compétente à l'époque pour défaire. En 2 séances, mon client était un autre homme et il était capable à ce moment-là d'envisager qu'il allait parler en public et toute la préparation qu'on avait fait avant a commencé à prendre son ampleur. Mais c'est là que j'ai compris, et ça va peut-être vous faire rire, que les émotions avec lesquelles on se transbahute dans notre vie d'adulte, les blessures avec lesquelles on se transbahute, c'est elles qui vont gérer quelque part notre présent et notre futur, et que ces émotions-là, si elles nous bloquent, il faut absolument en faire quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai été m'intéresser au MDR et je me suis fait former à Paris d'ailleurs par le docteur Shervan Schreiber à l'époque, et c'était vraiment pour moi une révélation. Et non seulement ça a changé ma pratique du coaching, mais honnêtement, ça m'a changé moi. Parce que quand on s'autorise à laisser une véritable place à ses émotions, à ce qu'on ressent, à ses blessures, on n'est plus la même personne. Alors oui, la problématique, c'est toujours ça, mais c'est qu'est-ce que j'en fais ? Parce que dans des moments de grand trauma, dans des moments d'abus, dans des moments où on a ressenti l'abandon d'une manière féroce ou bien l'injustice, ce qui se passe, c'est que pour ne pas souffrir, nous nous dissocions. La dissociation est un phénomène bien connu en psychologie et en traumatologie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la partie qui est en souffrance, on l'éloigne de nous-mêmes. On fait en sorte qu'elle soit déposée à côté de nous. Ou plus exactement, qu'elle soit là à côté. Elle existe un petit peu comme un spectre, comme un filigrane, mais on a le sentiment qu'elle ne fait plus partie de notre vie.
Et c'est là qu'on se trompe. Parce que cette partie d'enfant blessé, cette partie de son enfant intérieur blessé, il est effectivement sur le côté. Mais c'est lui qui, dans sa blessure, va nous empêcher de vivre une vie dans laquelle on est complètement libre. Et là encore, ce sont des clients qui m'ont fait prendre conscience de l'importance de ce travail sur l'enfant intérieur blessé. J'étais praticienne EMDR depuis 5 ou 6 ans, quand à un moment j'ai travaillé avec une personne qui avait été maltraitée par sa mère, essentiellement par sa mère, des maltraitances vraiment très très lourdes, et qui, dans une séance EMDR, m'a dit « Je viens de revoir la petite que j'étais quand ma mère a commencé à me maltraiter au moment de la naissance de mon frère. » Et dans la mesure où je pratique le EMDR avec une association avec l'hypnose conversationnelle et d'autres techniques, je lui ai proposé d'aller voir ce que cette petite fille avait à lui dire. Et cette séance a été merveilleuse, d'ailleurs quand je vous en parle, j'en ai encore la chair de poule, parce qu'elle a pris cette petite fille dans ses bras et elle lui a parlé, tout simplement en l'appelant par son nom, par son prénom. Et elle a vraiment materné cette petite partie d'elle qui était complètement en souffrance. C'est un travail qui est très émotionnel, mais qui est extrêmement réparateur. Parce qu'à la fin de la séance, ma cliente était unifiée. Elle m'a dit qu'elle ne s'était jamais sentie aussi ancrée dans la vie, aussi réparée, aussi capable aujourd'hui d'entrevoir un avenir qui était beaucoup plus heureux et dans lequel elle ne porterait plus son cœur en bandoulière et en souffrance. Et comme la vie est bien faite, mais les clients suivants que j'ai eus en consultation MDR venaient avec des traumatismes dans lesquels elles s'étaient dissociées de leur enfant intérieur. Et c'est là que j'ai compris toute la puissance de ce travail de réparer et de se reconnecter avec l'enfant intérieur, avec la partie blessée de notre histoire et de la réintégrer dans notre vie à nous. J'ai 2 exemples qui me viennent spontanément à l'esprit maintenant. C'est une cliente qui vivait avec le syndrome d'imposteur, mais vraiment de manière perpétuelle. Dès qu'elle créait quelque chose, elle le remettait dans son tiroir. Quand elle était en communication avec des clients, elle n'osait pas dire ce qu'elle avait envie de dire. Elle n'osait pas créer son propre métier, elle n'oserait pas être visible. Et en travaillant avec elle, en fait, elle a raconté que quand elle était jeune, elle était hyper créative. Elle prenait d'ailleurs des objets quotidiens et surtout des objets de base qui avaient été achetés dans cette grande surface de meubles suédois et elle les transformait en choses qui étaient vivantes, qui étaient belles. Un lustre tout à fait blanc devenait un lustre avec plein de nuages, avec plein de vie, avec plein de dessins, etc. Et chaque fois que ses parents voyaient ça, ils la disputaient et lui disaient qu'elle était ridicule, que ce qu'elle faisait était grotesque et qu'il valait vraiment mieux qu'elle étudie plutôt que de commencer à créer des choses comme celle-là. Et c'est pas étonnant que ça s'est reproduit dans sa vie de tous les jours. Et quand elle a pu faire une nouvelle alliance avec son enfant intérieur, elle a spontanément réouvert les portes de la créativité, spontanément pu commencer à lancer son propre métier et commencer à être créative dans son propre métier. Un autre exemple qui me vient maintenant, c'est une cliente, une personne qui vient chez moi et qui se plaint simplement parce que elle a l'impression qu'elle ne peut jamais parler quand on est dans une conversation avec d'autres personnes, que récemment elle vient d'avoir un conflit avec une personne dans l'équipe et que le supérieur a donné raison à l'autre personne alors que objectivement elle est en tort et que c'est ma cliente qui est tout à fait dans son bon droit. Il y a même des choses objectives qui sont là pour le prouver. Elle me dit aussi que quand elle a une idée, elle ose à peine la donner dans les équipes dans lesquelles elle travaille. Et puis quand elle la donne à quelqu'un en aparté, cette personne s'empare de son idée. Et elle vient pour reprendre confiance en elle, me dit-elle, parce que c'est insupportable de ne pas pouvoir comme ça se positionner dans sa vie professionnelle.
Et quand je lui demande à quoi ça lui fait penser, aussi loin où elle retourne dans son histoire, à quoi ça lui fait penser, tout de suite, elle me raconte une situation où elle a vécu un abus avec un éducateur. Et quand elle en a parlé à ses parents, le soir, à table, ses parents ont balayé d'un tour de main ce qu'elle avait dit en disant « Oui, allez, arrête encore de raconter des histoires ». Et ils ont commencé à se disputer pour quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec ce que leur fille leur racontait, mais ils se disputaient simplement parce que le père avait reçu un bic et que la mère soupçonnait le fait que le bic ait été offert par une maîtresse. Et donc elle a été balayée d'un tour de main alors qu'elle était là avec un sujet qui était extrêmement grave et extrêmement profond. Et quand on partage comme ça et quand on veut partager une problématique qu'on a vécue, qu'elle soit une problématique d'abus, de trauma, d'injustice, c'est qu'on veut justement faire à nouveau alliance avec la partie qui a été blessée. Et comme je le disais tout au début de ce podcast, finalement, le vrai trauma, c'est quand on veut partager ça avec des personnes qui auraient le pouvoir de remettre l'histoire à la bonne place. Et si ça ne se fait pas, eh bien notre esprit dit « Ok, c'est toi qui as merdé ». Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Très naturellement et de manière hyper inconsciente, on se dit ceci. Et c'est là aujourd'hui tout ce travail qui est à faire pour aller rechercher la partie blessée et la réintégrer dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous proposer dans des podcasts suivants des visualisations réparatrices qui vont justement vous permettre de refaire alliance avec cette partie blessée qui détient un potentiel infini de qui vous êtes. Et je vais terminer ce podcast par une phrase de Paulo Coelho qui dit « Nous devons écouter l'enfant que nous étions autrefois, l'enfant qui existe toujours à l'intérieur de nous. Cet enfant comprend les moments magiques. Nous pouvons essayer d'étouffer ses cris, mais nous ne pouvons pas faire taire sa voix. » À très vite. Merci d'avoir écouté Sage Transition, le podcast des défis de la vie. Vous avez aimé ? Laissez-nous un pouce, un commentaire, abonnez-vous et partagez autour de vous. Et si vous-même vous avez une histoire inspirante à nous raconter, contactez-nous.